Donc, un bref rappel. J'avais expliqué ce que c'est qu'une catégorie tracée hier. Et on avait vu qu'il y avait ce théorème très fort qu'a donné Schuh, ici, qui dit que si on a une catégorie tracée avec un twist pour en faire une catégorie équilibrée et une unité, et une co-unité, une dualité pour tout objet, on obtient une catégorie enrubanée, et que la catégorie enrubanée libre, en fait, est de nature topologique. Et donc, l'objectif de ce second cours, c'est d'arriver à la logique, parce qu'ici, il n'y a pas de logique. On regarde des structures de nature topologique. Et mais avant cela, une question naturelle, c'est de savoir eh bien, comment construire des catégories enrubanées. Peut-être en étudiant la construction, des constructions classiques de catégories enrubanées, eh bien, déceler des éléments de logique dans ces constructions. Et à partir de là, effectivement, essayer de construire une logique qui serait elle-même enrubanée. Alors, pour construire des catégories enrubanées, une manière très, disons, très élégante, très jolie, c'est de les construire comme catégorie de modules à gauche d'algèbre de Hopf. Donc j'avais brièvement rappelé ce que c'était qu'une algèbre de Hopf. Donc c'est ici un objet dans une catégorie monoïdale typiquement symétrique, une multiplication et une co-multiplication, et avec ces égalités qui sont satisfaites, en particulier celle-ci qui est importante. Et un antipode qui définit une forme d'inverse pour les éléments, et donc qui satisfait ces égalités. Alors, le point important, c'est que l'antipode nous permet de donner une structure de catégorie monoïdale fermée à la catégorie des modules à gauche. Donc, la structure de Bigèbre donne la structure monoïdale à la catégorie, et la structure, disons, antipode qu'on rajoute, nous permet de définir de cette façon-là, donc là au niveau diagrammatique, c'est comme cela, une fermeture dans la catégorie des modules à gauche. Et donc j'avais donné la formule visuelle dans le cas de la représentation des groupes. Et ici c'est la même chose. Vous avez ici le groupe qui agit sur une certaine fonction. Donc ici c'est une algèbre de Hopf, et vous voyez que la définition de cette action, c'est de dire qu'on commence par agir avec l'inverse, donc on applique ici l'antipode sur l'entrée, puis une fois que la fonction a été appliquée, on agit avec ce premier brin sur la sortie. Donc, cette définition, elle donne une structure de catégorie monoïdale fermée. Et quand l'antipode S est inversible, la catégorie est aussi fermée de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'on a une fermeture à gauche et à droite. Et donc on peut définir V HW ici de cette façon, avec cette action aussi. Alors il faut faire un petit peu attention avec les bras. Mais on arrive à avoir de cette façon une catégorie qui a une fermeture à gauche et une fermeture à droite. Alors, je vais m'intéresser en fait à des catégories où je fixerai un objet, que j'appelle souvent bottom, que vous pouvez par exemple penser comme le corps de base, dans le cas de l'algèbre binaire. Et je m'intéresse aux fermetures par rapport à cet objet. Et donc là,
lorsque on prend la fermeture par rapport à un objet bottom, si on pense en termes de logique, c'est comme définir une négation. La négation d'une formule A serait typiquement définie comme le fait que A implique le faux. Donc, vous pouvez penser en termes de logique au fait que le bottom, le corps de base, si vous voulez, de nos catégories, est faux. Alors, au passage, dans les catégories monoïdales qu'on étudie souvent dans ce cadre-là, ce bottom est aussi l'unité du tenseur, ça veut dire qu'il y a à la fois le vrai. Parce que le tenseur, c'est la conjonction. Et donc, on est dans une situation qui n'est pas logique, au sens où vrai et faux sont identifiés. Mais justement, c'est bien, ça a du sens, parce que c'est justement parce que la situation identifie le vrai et le faux, la conjonction et la disjonction, qu'on peut faire des nœuds. C'est ce que je racontais la séance dernière. Donc on va voir ça un petit peu plus en avant. C'est fake news. Fake news. Voilà, on entend pire. On entend pire. Alors d'ailleurs, au passage, on verra, il y a un point important en logique, c'est que A implique sa double négation, mais la double négation n'implique pas A. Et ça a à voir, effectivement, c'est une technique de fake news, comme je dis. C'est que si A peut être faux, mais non non A peut être vrai, parce que non non A, ça dit que je suis capable, donc si j'affirme non non A, je suis capable de contredire tout contradicteur. Donc une manière, c'est de les abattre les uns après les autres, d'accord, d'arriver dans la salle et de dire qui a un problème avec moi, d'accord. Et là, tu as un problème avec moi, mais moi je sais des choses sur toi, tu vas voir. Et de cette façon, on prouve non noir, mais on ne prouve pas A. Donc là, c'est une blague, mais je crois que la logique nous aide aussi à comprendre des situations linguistiques. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle est liée de façon profonde aux mathématiques, et donc on peut essayer de comprendre, comme je vous raconte ici, des liens. Penser à une certaine topologie de démonstration, des raisonnements. En tout cas, voilà. Là, on est dans une situation assez intéressante parce que, avec ces antipodes, on dispose d'une catégorie qui a une négation, donc si on appelle ça une négation. Donc, mais ici, pensez bien que dans le cas des représentations d'Hachette de Hopf, ce V flèche bottom, c'est juste le dual, en fait. C'est le V étoile. Parce que dans ce cas-là, les structures tensorielles sont les mêmes que celles dans la catégorie des espaces vectoriels dont on est parti. Et donc là, on prend si V est un espace vectoriel, là, on a vraiment le dual de l'espace. La différence entre, par exemple, la négation ici à droite et la négation à gauche, c'est juste l'action, comment l'Hachette de Hopf agit dessus, mais l'espace sous-jacent ne change pas. Et donc, on peut se dire, voilà, donc je suis dans une catégorie monoïdale avec une négation à gauche, une négation à droite, et tout devrait bien se passer. On pourrait tout faire de la logique. Il s'avère que non, et donc ça c'est intéressant. Mais avant cela, je peux parler un petit peu de... donc là, je parlais de structure. Donc j'ai un tenseur et j'ai une négation à gauche et une négation à droite. Mais il est utile aussi d'avoir un tressage. Donc là, comment est-ce qu'on définit un tressage dans ces catégories-là? Eh bien, une manière, c'est de se donner un vecteur de H, un tenseur H, et de le faire agir. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que lorsque j'appliquerai une permutation, d'accord, à deux objets, V et W, d'accord, donc typiquement je travaille dans une catégorie monoïdale symétrique, mais je ferai agir au moment de la permutation ce vecteur sur V et W.
parallèle. Et donc, ce qui signifie que au niveau de la catégorie des représentations, je garde une trace du fait que j'ai permuté VW. Et donc, la catégorie qu'on va obtenir, lorsque on se donne un objet R qui vérifie ces trois propriétés, alors les trois propriétés, elles peuvent être décrites comme ça. Donc elles sont a priori un peu mystérieuses d'un point de vue formel, mais elles correspondent exactement au fait que la catégorie de représentation, de module à gauche, dispose d'un tressage. C'est les conditions, si vous voulez, qui vont assurer que lorsque je définis lorsque je définis le tressage dans la catégorie de représentation en faisant agir ici, en faisant agir cet objet R, donc là c'est ce que j'ai décrit comme ça. Donc ici ce serait la définition du tressage. Et bien, cette définition du tressage dans la catégorie des représentations va satisfaire les axiomes qu'on demande à un tressage. Donc si vous vous rappelez, c'était ces deux axiomes-là. D'accord, je reviens dessus brièvement, mais voilà, c'était ces deux axiomes. Le premier, axiome de cohérence, et le deuxième axiome de cohérence. Et donc ces axiomes-là correspondent en fait à ce que je présente ici sur la légende de l'homme. Voilà. Donc sur cette... Bien. Alors, et donc là, c'est la définition. Donc, lorsque vous avez ici un tressage, c'est-à-dire un vecteur qui vérifie ses propriétés sur l'algèbre de Hopf, alors je peux appliquer cette formule ici, qui va me donner la définition du tressage dans la catégorie des représentations. Alors, maintenant, lorsque j'ai un tressage sur une catégorie qui est munie d'une négation à gauche et d'une négation à droite, automatiquement, j'ai un isomorphisme en fait, entre la négation à gauche et la négation à droite. D'accord? Puisque les tenseurs, on peut, A tenseur B et B tenseur A sont isomorphes, à un tressage près. La négation à gauche et la négation à droite vont être aussi isomorphes. Et donc, on peut construire cet isomorphisme et montrer qu'en fait, il correspond à l'action d'un certain objet ici, donc un élément de H, et qui a cette forme-là. Donc en gros, on a cet objet-là, donc ça c'est R, c'est le tressage de l'algèbre de Hopf, l'antipode, et puis ici la multiplication. Et pour passer de la négation gauche à la négation droite, eh bien on fait agir ce petit vecteur sur l'espace. Voilà. Alors, une chose qui est assez fascinante, c'est qu'en fait, le fait que la négation à gauche et la négation à droite sont isomorphes ne suffit pas à faire de la logique. D'accord ? Et c'est en fait un problème que moi j'avais d'un point de vue très formel, d'accord ? Et que j'ai pu résoudre et mieux comprendre en utilisant ces modèles d'algèbre de Hopf. Ce qui se passe dans le cadre la théorie des représentations, en particulier les travaux de Drinfeld au départ, c'est qu'on va rajouter à la structure tressée un objet inversible qui correspond au twist. Et donc l'idée c'est que le tressage ne suffit pas, il faut aussi rajouter un petit θ. Alors le θ il vérifie ces propriétés-là, mais ces propriétés du θ qui vont ici. D'ailleurs, si vous voulez les démultiplier, il va donner quelque chose d'assez
complexe, mais qui, en fait, ici, si vous vous rappelez des lois que j'avais demandées, alors, au twist dans les catégories équilibrées, d'accord, il y avait cette loi-là, voilà, cette loi-là, d'accord. Donc là, vous avez un R et 2 θ. Donc là, vous retrouvez, alors après, il faut un peu de travail pour montrer que c'est équivalent, mais vous retrouvez ici, dans cette équation-là, la même idée. D'accord, vous avez un θ que vous multipliez, et puis ici, ces 2 θ-là. Et donc, donc le point important, c'est que cette structure θ va nous donner un tressage, non pas seulement un tressage, mais un twist dans la catégorie de représentation. Donc de la même manière que le tressage dans H nous donne un tressage dans la catégorie de représentation, le θ ici, d'accord, on peut appeler un twist si vous voulez dans la gel de Hopf, va nous donner ce twist dans la catégorie de représentation. Et un point absolument fondamental qui est reconnu dès le départ, en fait, par Reinfeldt, c'est que θ-1.u, d'accord, eh bien, il se comporte comme un élément de groupe. Donc, dans les algèbres de Hopf, ça signifie que si j'applique delta à ce produit-là, on obtient sigma tenseur sigma. Et ça, c'est un élément important dans toute la théorie, c'est que U, si vous voulez, cet objet-là, se comporte mal du point de vue de la duplication. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est le multiplier par un θ pour qu'il se comporte mieux. Voilà. Après, quand on le duplique, eh bien, effectivement, il se duplique en 2 parties. Alors, donc le point, c'est que lorsque j'ai toute cette structure donc de tressage et de θ, c'est ce que je vous ai dit, la catégorie est équilibrée, ça veut dire la tressage et les twists. Et le twist est défini comme ça. Donc de nouveau, on prend une représentation, ici un module à gauche, et ce qu'on fait pour appliquer θ, c'est juste faire agir θ moins 1. Le théorème, c'est que, évidemment, cette catégorie des modules à gauche, elle est équilibrée, mais, et c'est le point en fait qui intéresse tout le monde, c'est que la sous-catégorie des modules dimension finie, elle est enrubanée. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'ici, on a une structure de tressage et de twist, mais que si on veut vraiment calculer des nœuds, il faut se placer ici, parce que les espaces sous-jacents sont de dimension finie, alors on a la dualité qui nous intéresse et qui dit que on va pouvoir construire pour nos objets de dimension finie des duos. Donc V étoile, c'est exactement ce qu'on demande pour une catégorie enrubanée. Et donc l'idée, c'est que vous avez une grosse catégorie ici, qui est la catégorie des modules à gauche de votre HL de A, et à l'intérieur, les modules de dimension finie, et c'est ici que on va interpréter, c'est ici qu'on va interpréter les nœuds. Pourquoi ? Parce que ça a la structure qu'il faut pour calculer des invariants de nœuds. Bon. Alors, maintenant, comme je m'intéresse à des situations logiques, où, on le verra, la négation, le dual n'est pas nécessairement involutif, c'est important pour moi, eh bien, une question naturelle, c'est quelle est la structure de la catégorie extérieure. Et donc, non pas seulement la catégorie des modules de dimension finie, mais toute la catégorie des modules. Et c'est là qu'apparaît cette notion de catégorie de dialogue.
la littérature s'intéresse plutôt à ça, il y a d'autres raisons. Hein. D'accord, et moi je regarde le plus gros morceau. Évidemment, ce plus gros morceau, il a une propriété, c'est que si je prends un module et que je calcule, par exemple, alors, ici, disons, je vais l'écrire comme ça, avec les bonnes structures qui correspondent au dual, parce que V n'est pas de dimension finie, on n'a pas, c'est un isomorphe général. Donc ça veut dire que les opérations de négation qu'on définit dans ce cadre-là ne sont plus involutives, alors qu'elles le sont là. Alors, donc qu'est-ce que c'est qu'une catégorie de dialogue? En fait, c'est comme une catégorie, disons, monoïdale fermée, mais où on se concentre sur un objet de sortie particulier, donc on fixe un certain objet qu'on appelle le faux, bottom, et on va demander non pas que la catégorie soit monoïdale fermée, mais que la fermeture, en fait, ne fonctionne qu'avec cet objet de sortie. Donc, à chaque fois que j'ai un morphisme de A tenseur B dans bottom, eh bien, je vais avoir un morphisme de B dans la négation de A. A flèche bottom. Et puis aussi un morphisme de A dans B flèche bottom. Alors il y a des raisons pour lesquelles je regarde cette structure plutôt que la structure de catégorie monoïdale fermée. Et ces raisons, c'est qu'il est difficile, et même il est reconnu comme impossible d'une certaine manière, d'avoir une description combinatoire simple de la catégorie monoïdale fermée libre. C'est difficile. Il y a de bonnes raisons. Et ce que je fais en fait ici, c'est de passer à un cadre plus limité où je ne peux pas faire de tenseur à droite. Je choisis un objet, donc je ne peux pas. Donc ce sera cet objet-là que je vais considérer tout le long. Alors, secrètement, ce que je fais est de passer à des multicatégories fermées, d'accord, sans tenseur. Mais c'est pas tout à fait visible ici, donc je le signale quand même. La difficulté avec les catégories monoïdales fermées, c'est de comprendre, par exemple, le statut de A implique l'unité. Cette chose-là est très compliquée à analyser d'un point de vue formel, et en particulier lorsqu'on cherche à construire la catégorie monoïdale fermée libre, on se retrouve à manipuler des objets comme ça, et on sait que c'est compliqué. Donc là, moi, je me restreins à des duos, si vous voulez. Des duos à gauche et des duos à droite. Donc des négations à gauche et des négations à droite. Donc pour l'entrée, c'est pour A, B quelconque, mais pour bottom fixé. C'est ça? Voilà, absolument. Donc je fixe. Donc pensez par exemple au corps de base. Alors, donc voilà, c'est juste un objet et deux injections naturelles ici. Alors, donc... Est-ce que, juste une petite question, est-ce que le A flèche bottom, c'est juste un symbole, ou est-ce que le flèche bottom, est-ce que ça correspond à un truc? Non, alors là je l'ai écrit comme ça, et tu peux le voir comme effectivement une opération sur A. D'accord. Donc c'est juste un symbole en deux parties. En fait, il y a une extension, encore une fois, aux multicatégories fermées, ce n'est plus un symbole, mais là, j'utilise comme un symbole. Donc, si vous voulez, la philosophie, c'est de restreindre la notion de catégorie monoïdale fermée qui est trop libérale. Et d'analyser ce fragment de la logique. Alors, en se disant que ce fragment de la logique ressemble à la théorie des nœuds. Hein, et c'est ça, en fait, que je vais essayer de expliquer. Alors, donc, cette notion-là,
elle est trop... c'est un point de départ, elle est trop limitée. La première chose à faire, c'est de demander que les deux foncteurs de négation à gauche et de négation à droite sont isomorphes. Mais il faut le faire avec beaucoup d'attention. Et donc, la manière la plus élégante de le faire, c'est de demander qu'il existe une roue, donc une opération qui a tout morphisme de A tenseur B dans bottom, donc ça c'est l'ensemble des morphismes de A tenseur B dans bottom, et bien associe un certain morphisme de B tenseur A dans bottom. Et on demande que ce diagramme-là commute. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il dit ce diagramme ? Il dit d'abord, au niveau de la représentation, donc ça c'est juste pour comprendre un petit peu l'intuition de la roue, c'est de dire ben, j'ai un morphisme de A tenseur B dans bottom. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre A et je vais le faire tourner autour, comme ça, pour obtenir un morphisme de B tenseur A dans bottom. Donc cette représentation-là, c'est juste pour nous, elle n'existe pas dans la catégorie, c'est juste pour penser à cette idée de roue. Et alors, l'axiome de cohérence, il dit quelque chose de très naturel. Il dit, voilà, prenez un morphisme à 3 entrées, bah, vous voulez faire la roue sur A tenseur B, d'accord, en une étape, ou alors en 2 étapes, en commençant par faire permuter A, puis permuter B, bah, ce sera exactement la même transformation sur le morphisme de départ. D'accord, donc ici, et c'est ce que dit ce diagramme-là. Donc ça, c'est quelque chose de très raisonnable. L'idée, c'est qu'on est en train de construire un morphisme avec des entrées, et on joue avec ces entrées, et bah, là, on fait quelque chose qui est très raisonnable. Alors, au passage, bon, on fait, effectivement, il y a un passage sous le four. Encore une fois, c'est une représentation, mais c'est une représentation qui nous guide et qui, à un moment, va être réalisée avec des mots. Donc, une formulation équivalente, c'est qu'on a 2 négations, une négation à gauche et une négation à droite. Elles sont isomorphes et l'opérateur ici vérifie un certain diagramme raisonnable. Donc, une catégorie pivotale, c'est catégorie dialogue pivotale, c'est ça, c'est une catégorie dialogue avec cette structure. Alors, maintenant, on peut dire, voilà, ça c'est une manière de regarder les choses, mais je veux aussi, après tout, reprendre les notions de tout à l'heure, et dire, voilà, je prends une catégorie de dialogue, je l'appelle équilibrée, lorsqu'elle a un tressage et un twist. Donc là, je ne parle pas de structure pivotale, je dis, voilà, supposons que je suis dans une catégorie avec tressage et twist, et qui est une structure de dialogue, voilà, c'est ça. Et alors, la propriété, c'est que toute catégorie de dialogue est pivotale ou induit une structure de pivot, une roue. Et alors, comment on fait? Eh bien, imaginez que j'ai un morphisme de A tenseur B dans bottom, et que je veux le transformer en un morphisme de B tenseur A dans bottom. Alors, ce qu'on faisait, ce que les logiciens faisaient, disons ce qu'on fait traditionnellement, si on ne réfléchit pas trop, c'est de dire je vais faire un tressage. J'ai pris mon programme, j'ai pris mon programme ici, donc j'ai A, j'ai B, et puis j'ai la sortie ici. Bon, bah, pour échanger les entrées, eh bien, je vais juste faire un tressage. Alors, c'est là que je peux le faire, je peux choisir. D'accord, c'est ce qu'on ferait sans réfléchir. Alors, parfois, ne pas réfléchir, ça va être bon, mais là, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut faire quelque chose de plus. C'est qu'en fait, il faut prendre au sérieux cette représentation-là. Il faut la prendre au sérieux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, donc vous voyez, si on la prend au sérieux, elle n'a pas de sens, elle n'existe pas dans ma catégorie. Si on la prend au sérieux, et bien ce qu'il faut faire pour faire permuter A et B, disons, ici j'ai A et ici j'ai B, c'est pas seulement de tresser, mais c'est aussi de faire cette petite opération-là. Et cette opération-là, c'est le twist. Donc ça veut dire que pour commuter
A et B, il ne suffit pas de faire le tressage, il faut aussi appliquer un twist. Et alors, à cet endroit-là, on retrouve en fait la remarque dont je parlais tout à l'heure sur les algèbres de Hopf. Le tressage ne suffit pas pour vraiment avoir un cadre de dualité satisfaisant dans le cas des représentations de boucles quantiques. Il faut aussi ce θ, et en fait il est là. Alors pourquoi est-ce que le θ, je ne sais pas si vous le voyez tous, mais en fait ici, donc si je suis comme ça, d'accord, donc ça ressemble à un fil téléphonique des années 80. Alors ça c'est quelque chose qui, on le voit tourner comme ça. Alors, ça va donner ça. J'espère. Voilà. Hop. D'un point de vue topologique. Vous voyez ce que je dis. Donc si on a un ruban ici, d'un point de vue topologique, ça correspond à ça. Et donc la bonne définition formelle de cette opération de roue, en suivant cette intuition topologique, c'est de rajouter un θ ici sur A quand on opère le tressage. Et donc, ici, ça ne convient pas, mais la bonne définition consiste à rajouter ici ce tressage que je viens de donner. Qui est donc comme ça. Et ce tressage, en fait, il va jouer le même rôle que tout à l'heure, vous vous rappelez, dans l'algèbre de Hopf, le θ ici, ce qui permettait de prouver, c'était que ce sigma, qui est le θ point U, d'accord, et U, si vous vous rappelez, c'est essentiellement un tressage. Donc tressage et twist, mis ensemble, vérifient cette jolie loi. Et en fait, cette jolie loi correspond au fait que cet axiome de cohérence est satisfait. Et donc, pour résumer, si on définissait naïvement la roue en utilisant le tressage sans le twist, on n'aurait pas cette propriété. Et donc cette propriété, en fait, c'est le cœur même des manipulations liées à la dualité. Alors au passage, j'appelle cette structure pivotale parce que dans le cas où la négation est involtive, évidemment, parmi les catégories de dialogue, il y a celle où la négation est involtive, on retrouve des notions de catégories pivotales habituelles de la littérature sur les dualités, les représentations et les. Alors, mais quelque part, cette formulation est plus. C'est la plus primitive, je dirais. Alors, maintenant, donc le point. Pardon pour André. Oui. Tout cela, c'est pour bottom quelconque? Un objet au choix dans la catégorie de départ? Alors, ce que je dis, oui, c'est ça. C'est que si ce bottom. Alors, si on y réfléchit, c'est le bottom qui est équipé de la structure de roue. Hein. D'accord. Est-ce que une autre façon de le dire ou de l'étudier, ce serait de faire le slice de la catégorie de départ par l'objet bottom ou pas? Est-ce que c'est une étude de préservation de structure en faisant le slice ou pas? On pourrait probablement réfléchir de cette manière, mais ce serait peut-être un slice multicatégorique, c'est ça que je pense. Hein. C'est-à-dire que si tu prends la catégorie slice, elle n'a pas de tenseur, parce que le bottom n'est pas nécessairement un monoïde dans ce cas-là. Ça arrive que le bottom soit un monoïde, dans ce cas-là, on pourrait probablement faire une slice catégorique. Oui, donc l'observation, si vous voulez, donc pour revenir ici, d'accord. Et mon but dans toute cette histoire, c'est de montrer qu'il y a certains points fondamentaux de la théorie classique aujourd'hui, des nœuds et des catégories à la dualité, qui se relèvent en fait à une situation où la dualité n'est pas évolutive.
Et donc la remarque, c'est ça, c'est que si H est une HL de Hopf enrubanée, avec un antipode inversé, si le return type ici est équipé d'une structure de H module, parce qu'il faut qu'il existe dans la catégorie des modules, alors la catégorie mode H en fait est une catégorie de dialogue équilibrée. Ça veut dire qu'elle a cette structure de tressage et de twist, et donc en particulier elle est pivotale. Et le corollaire, donc ça c'est un point qui est assez agréable, c'est que la sous-catégorie des objets qui ont un dual. C'est comme ça que je le définis d'un point de vue formel. Je dis, voilà, dans une catégorie de dialogue équilibré, si on regarde la sous-catégorie des objets qui sont munis d'un dual, alors cette sous-catégorie est enrubanée. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc ça veut dire que quelque part, la structure, disons, de nœud, d'entrelacs, ici, de enrubanné, elle provient de la structure extérieure, en particulier ces subtilités-là, d'accord, du fait que lorsqu'on passe de négation à gauche à une négation à droite, les axiomes de cohérence sont satisfaits, eh bien, préexistent à la construction de cette sous-catégorie. Et cette sous-catégorie, ce qu'elle a comme propriété, c'est d'avoir l'unité et la co-unité, c'est d'avoir pour tout objet un dual. Dans cette catégorie-là, on peut faire d'accord, on peut faire V étoile, on peut aussi faire ça ici, V, d'accord. Mais aussi on peut faire justement des nœuds. On peut faire des boucles. Alors au passage, pourquoi est-ce qu'on peut faire des boucles? Donc ça c'est toujours amusant de penser en termes de logique. Et on va voir ça en fait. C'est une question, pourquoi est-ce qu'on peut faire des boucles dans une catégorie enrubanée? Alors, l'idée c'est que à partir donc pour créer une boucle, il faut que je commence par quelque chose comme ça. Donc ça veut dire V étoile. Et donc si vous pensez en termes de logique, comment est-ce que je peux créer du V et du V étoile en parallèle à partir de rien? Quelle est la règle logique qui me permet de faire ça? Bah, c'est le fait que de vrai, d'accord, donc ça c'est censé être l'élément neutre de notre catégorie, c'est A ou non A, donc la V ou. Donc ça c'est V ou non V, en termes logiques. D'accord, vous savez qu'en logique, une formule est vraie ou elle est fausse. C'est-à-dire. Bon, on va dire. Et donc, A ou non A. Donc là, c'est un V ou V étoile. Et tu veux dire que c'est le seul moyen ou il y en a d'autres? Non, enfin, après, en tout cas, en voilà un. D'accord. Mais le OU est codé par le tenseur. Or, ici, en fait, les objets ont des dualités, donc je vais pouvoir le transformer en E, parce que le OU égale le E. Et donc, parce que c'est tenseur dans tous les cas. Et donc, je vais pouvoir continuer. Et puis là, maintenant, je me retrouve avec V et V étoile. J'ai une sorte de petit moment de trouble, j'ai un peu oublié où j'étais. Et maintenant, V et V étoile, qu'est-ce que ça implique? Bah, A et non A, c'est faux. D'accord? Donc de V et V étoile, on va obtenir. Est-ce que j'ai écrit d'accord. C'est comme ça qu'on construit des nœuds en fait en topologie. C'est que, donc je me souviens la première fois que j'ai fait des nœuds, j'étais petit, j'étais fasciné par le fait qu'effectivement on pouvait faire un tas de choses dans tous les sens. Et quelque part,
ça repose sur l'idée que si j'ai deux nœuds, je ne sais pas si c'est un et ou si c'est un ou, ils sont en parallèle. Hein, et je vais pouvoir les manipuler. Or, en logique, on fait très attention, lorsqu'on a deux formules, typiquement V virgule, V étoile, de savoir si elles sont si leur parallélisme est en fait un parallélisme disjonctif ou conjonctif. Alors au passage, ça correspond à dire qu'il y a deux formes de parallélisme. Le parallélisme du joueur et le parallélisme de l'opposant. On va voir ça un peu plus tard. Et ces deux parallélismes sont identifiés ici, dans cette structure enroubalée. Alors que ici, en fait, d'un point de vue formel, non. Donc la notion de catégorie de dialogue enrubané, ici, ou équilibré dont je parle ici, en fait, c'est une structure du point de vue catégorique qui est de nature logique. Il n'y aura pas à aucun moment on pourra identifier le et et le ou. Ils sont toujours séparés. Le problème, c'est comment on les sépare. C'est-à-dire comment on fait pour que le et le ou soient bien séparés. Dans les diagrammes de cordes, vous vous rappelez, on travaille toujours à une catégorie monoïdale. Donc, lorsqu'on fait nos diagrammes de cordes, on fait toujours l'hypothèse qu'il y a un produit tensoriel unique qui est une sorte de fond sur lequel on travaille. Et là, maintenant, on a envie de faire de la logique, donc on a envie d'avoir deux produits tensoriels, un pour le tenseur conjonctif et puis un pour le cotenseur disjonctif. Alors comment on fait pour les marier? Eh bien, il y a un secret, c'est la négation. La négation va être une sorte de mur, alors on va voir ça un peu plus loin, qui va séparer en fait la catégorie de départ, qui est munie du tenseur, et sa catégorie duale, où le cotenseur habite. D'accord? Donc je vais expliquer un petit peu ça plus loin, mais pour l'instant on peut poursuivre un petit peu dans notre histoire, et s'intéresser à un moment à la catégorie dialogue enrubalé, donc c'est cette notion-là, libre. Donc c'est catégorie de dialogue qui munit d'une structure de tressage et de tweet. Et si on essaie de la construire, eh bien, et c'est là que, d'un point de vue même purement mathématique, la théorie de la démonstration apparaît comme utile. Après tout, ce que j'ai défini ici, oublions un instant que je me présente comme logicien, c'est une structure mathématique très raisonnable. Il y a une dualité, elle n'est pas involutive, et elle vérifie ce genre de choses que voilà, ce genre de choses qui sont de nature topologique. Mais alors, comment est-ce qu'on construit la catégorie libre? Et en fait, eh bien, une réponse, c'est celle de Lambek, justement, dont je parlais hier, c'est de dire, bon, on va devoir fabriquer en fait, des objets en appliquant tenseur, négation gauche, négation droite, et donc fabriquer des formules, qui sont des arbres, construits par ces combinateurs, et ensuite analyser les morphismes entre ces formules. Et les morphismes entre ces formules, eh bien en fait, ça va être des démonstrations d'une certaine logique, modulo égalité. D'accord? Il y a une notion d'égalité entre preuves. Et donc là, j'applique la recette de Lambek, on va dire, pour construire cette catégorie. C'est complètement formel, mais on va voir que c'est en fait secrètement lié au nœud de nous. On avance un petit peu. Mais c'est là que j'introduis ce nom-là, logique tensorielle, qui est juste une logique du tenseur, donc ce tenseur comme conjonction, somme comme disjonction et négation, et qui d'un point de vue historique n'est que la logique linéaire, mais sans la condition que A est égal à sa double négation. Donc d'un point de vue formel, et logique, c'est simplement ça, donc c'est une toute petite variation sur cette chose, mais elle change tout au niveau de la mise en œuvre. Elle change beaucoup. Donc, et on peut voir, donc j'expliquerai ça un peu plus tard,
ça comme une syntaxe, c'est ce qu'on appelle les continuations linéaires. Donc les continuations, ça a été une invention sublime des années disons, 60, les 70, il y a beaucoup de réflexions autour de la question de programmer, de définir des langages de programmation structurés. Alors les gens avaient beaucoup de méthodes, mais on ne comprenait pas très bien ce qui les unifiait. Et en fait, le concept unificateur, c'est celui de continuation. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais la continuation, pour dire ça, c'est le futur. Donc c'est l'idée qu'on ne pense pas seulement à ce qui est, mais on pense aussi à ce qui va advenir, et on manipule ce qui va advenir. Et en faisant cela, eh bien, du coup, on ouvre le champ des possibles de façon assez généreuse au niveau de la programmation. Et en même temps, j'expliquerai en quoi ça c'est lié au jeu de dialogue, parce que c'était notre point de départ. Hein, on est censé parler de jeu de dialogue. Mais ici, c'est complètement formel, et vous pouvez le voir juste comme une syntaxe des catégories de dialogue. Donc, vous avez ici un tenseur, et puis une négation à gauche et à droite, et les jugements de la logique sont de cette forme-là, et ce qui signifie, c'est que, c'est l'intuition qu'il faut avoir, c'est que si A1 et AK sont vrais, alors B est vrai, d'accord? Ou autrement dit, A1 et AK, donc A1 tenseur AK ici, implique B. Et donc l'idée, c'est qu'on va manipuler ces séquences. Donc la terminologie est bien la théorie de la démonstration, c'est Jensen. On va manipuler ces séquences et on va construire de nouveaux séquences à partir d'anciens séquences. Et en fait, cette construction, elle est de nature catégorique, en même temps qu'elle est de nature formelle. Alors, ici, chacune des hypothèses est une formule, et à droite, c'est soit une formule, soit la constante bottom qu'on va avoir ici. Et dans ce cas-là, ça signifie que A1 tenseur AK implique le faux. Alors, quelles sont les règles de cette logique? En fait, oui. Donc une formule qui ne met pas la constante de fait. Alors, en fait, ici, si tu regardes, tu as un flash bottom. D'accord? Donc c'est presque la même chose. Après, il y a des choix qu'on pourrait ici rajouter bottom. Alors, maintenant, donc quelle est la première règle? C'est que A implique A. La deuxième, alors ici vous pouvez le penser au niveau catégorique comme le fait qu'il y a une identité qui va de A dans A. Ici, la seconde règle, qui est celle de coupure, elle dit que si B est vrai lorsque A et delta sont vrais, et que A est vrai lorsque gamma est vrai, alors on peut mettre tout ça ensemble. Et ça correspond à une règle de composition, d'accord, qui dit que j'ai le droit de composer cette preuve ici, avec cette preuve-là. Alors on n'utilisera pas la coupure dans ce que je vais raconter, mais elle est là, elle est importante. Et ça, c'est donc simplement la composition. Et en fait, c'est là qu'il y a un point très important avec les multicatégories, c'est que ça, vous pouvez penser à ça comme un morphisme d'une multicatégorie, c'est-à-dire un morphisme à plusieurs entrées et à une sorte. Alors, maintenant, les règles de la logique sont... donc c'est une logique très primitive, et donc on ne peut pas faire plus simple en logique. C'est pas une gloire, hein, mais c'est le système, si vous voulez, qui se cache dans tout système logique, vous retrouverez ça. Donc, en particulier, la règle d'introduction de la conjonction dit que si A et B sont vrais dans les contextes gamma et delta, respectivement, alors A et B est vrai lorsqu'on fait l'hypothèse de gamma et delta. Là, il y a la règle qui dit que on peut déduire que C est vrai dans le contexte A tenseur B, lorsque C est vrai dans le contexte A virgule B. Bon, il y a des règles pour les unités de la logique. Les règles peut-être les plus amusantes sont celles pour la négation, qui disent par exemple que si A est vrai, alors celle-là est la plus frappante, si A fait partie des hypothèses
pour prouver le faux, alors de gamma, je peux déduire la négation de A. Donc, ça veut dire que j'ai pris la formule A ici et que j'ai déplacé à droite de la faute, du signe de Gauss qui indique la. Et l'autre règle, c'est que si A est vrai dans le contexte gamma, alors faux, je ne peux pas dire que le faux est vrai, mais, alors gamma et la négation de A impliquent le faux, d'accord? Ils sont contradictoires. Est-ce que les contextes sont ordonnés? C'est-à-dire Alors, justement, ici, je les ordonne, et on va voir comment les faire permuter. Parce qu'évidemment, je veux faire une logique qui est topologique, hein. Et donc, pour ça, il faut faire très attention. C'est comme il faut faire très attention à toutes les manipulations qu'on fait du contexte. Hein, si on se va. Alors, c'était la règle d'échange. D'accord? En fait, elle est étiquetée. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la règle d'échange? Ça dit si j'ai A à N prouve B, alors j'ai A, G étoile 1, G étoile N qui prouve B, où G agit sur les indices. D'accord? Mais en fait, le G, c'est un élément d'un certain groupe, d'accord? J'appelle le groupe des rubans. Et lorsque j'applique cette règle d'échange, je me souviens bien du G que j'ai appliqué. Il faut surtout que je me rappelle bien de la manière que j'ai eue. Donc, lorsque G ici agit sur les indices, mais il se souvient qu'il a fait comme ça, ou qu'il a fait comme ça, d'accord? C'est pas seulement l'action sur les indices. Traditionnellement, en théorie de la démonstration, on s'intéresse qu'à l'action. On permute, et on essaie de se souvenir de la permutation. Ici, il faut se rappeler aussi de l'information topologique qui est donnée en fait par ce groupe. Alors, comment on définit le groupe? C'est assez facile en fait. On prend ces générateurs, donc un générateur pour le tressage et un générateur pour le twist, et puis on va leur imposer certaines égalités. Donc ici, par exemple, c'est l'égalité du tressage, donc ça correspond au tressage, et ça c'est des égalités qui viennent de l'interaction entre tressage et twist. Donc il n'y a rien de très surprenant ici. C'est juste, si vous voulez, une sorte de log, on pourrait dire, en informatique, un souvenir des informations de l'opération de permutation avec ces informations de tressage. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai construit des arbres en utilisant ces règles. D'accord? Donc, c'est des objets très formels, terribles, hein, ils sont très secs, et il faut que j'impose une notion d'égalité entre eux pour retrouver les morphismes d'une catégorie, et en fait, les morphismes de la catégorie dialogue tressé libre. C'est un dialogue en vous-même. Alors, comment on va faire? Eh bien, première règle de base, c'est que si j'applique deux lois d'échange de suite, d'accord, donc je commence à permuter en utilisant H, puis en utilisant G, ben c'est pareil que d'appliquer G rond H. D'accord? Donc ça, c'est juste dire, effectivement, il y a un groupe qui agit sur mes entrées, et bien, effectivement, c'est naturel de dire que si j'applique deux fois H et G, c'est pareil qu'appliquer G rond H. Idem, si j'applique l'élément neutre, c'est comme de rien faire. Donc ça, c'est une première règle qui n'est pas très étonnante. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'en fait, on va pouvoir aussi encoder les axiomes de cohérence d'une catégorie tressée par ce jeu d'arbres. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, si je fais le tenseur, vous voyez, A tenseur B, puis je le fais permuter avec un sigma, eh bien ça va être égal à commencer à faire permuter le A ici, donc ici à faire permuter le C avec le B, puis le C avec le A, puis ensuite faire le tenseur. Donc ce que je dis, c'est qu'en fait, ici, ça correspond exactement à l'axiome de cohérence des catégories tressées. Vous vous rappelez, soit je faisais passer en deux étapes, soit je faisais passer en une étape avec les deux brins.
Et donc là, c'est le choix où j'ai fait le tenseur, puis j'ai fait passer C au-dessus de A, tandis qu'ici, j'ai fait passer C au-dessus de B, puis C au-dessus de A. Donc cette égalité-là, en fait, elle correspond à un codage du tressage par les catégories monoïdales tressées. Donc il y a un élément qui est très important, c'est qu'en fait, le codage du tressage dans les catégories monoïdales tressées est plus subtil, d'une certaine façon, oui, que la notion de tressage lui-même. Donc, lorsqu'on présente par générateur et relation le monoïde des tresses, ou le groupe des tresses, on ne peut pas faire de tenseur, on ne peut pas lier deux brins ensemble. Alors qu'ici, c'est ce qu'on fait. On prend deux brins et on les lie ensemble. Alors, ensuite, autre égalité, si je prends le tenseur, ici, donc je lie deux brins ensemble en prenant la règle de tenseur, puis j'applique P tenseur delta tenseur Q, donc, ce qui veut dire que je fais un twist sur. Et bien là, je suis en train de décrire la règle de cohérence du twist. Et je dis que ça, c'est pareil que d'appliquer un twist sur A et B, puis sigma deux fois, d'accord, et ensuite le tenseur. Donc ça, c'est des règles, ce sont des équations sur des arbres. Et alors, le point, c'est que si je regarde tous ces arbres que j'ai construits comme des preuves, et que je les quotiente par des équations de cette nature-là, eh bien, je vais obtenir la catégorie de dialogue libre. Donc en particulier, elle a cette propriété, d'accord, alors c'est peut-être le point suivant, oui. Donc, elle a cette propriété que, donc ça c'est le point donc important. Si vous vous rappelez, dans le cas des catégories cartésiennes fermées, on obtenait d'une façon en fait relativement proche, modulo cette analyse topologique, on obtenait une catégorie cartésienne fermée. Et donc, automatiquement, on pouvait construire un foncteur de la catégorie cartésienne fermée libre dans toute catégorie cartésienne fermée. Et alors, un point qui est fondamental dans cette étude, c'est qu'en fait, toute catégorie ruban munie d'un objet bottom définit une catégorie de dialogue. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous prenez bottom dans une catégorie numérique. Donc, enrubané au sens topologique, c'est-à-dire que juste, il n'y avait pas de dialogue. Et puis maintenant, vous définissez A flèche bottom, et ça c'est une définition. Alors, comme A étoile tenseur bottom, et puis bottom A, c'est ça, comme bottom tenseur A étoile. Donc ça, cette structure va définir donc le théorème, la propriété, c'est pas vraiment un théorème, c'est une propriété, c'est pas très difficile à montrer, c'est que du coup, c'est défini de cette façon, c'est défini. Une structure de catégorie de dialogue sur C. D'accord, c'est très idiot. Alors, on peut s'amuser en particulier à réfléchir par exemple, l'opération de double négation. Qu'est-ce que fait la double négation? Donc il y a un point important, c'est que dans les catégories de dialogue, où le tenseur n'est pas symétrique, en fait, en fait, le fait que A implique sa double négation, c'est écrit comme ça. Donc, en fait, il y a
morphismes canoniques. Alors on verra pourquoi la prochaine fois, mais il y a deux morphismes canoniques. D'accord, qui sont ceux-là. Et la raison, en fait, c'est que la négation à gauche est adjointe à la négation à droite. Et donc là, je suis en train d'écrire les deux unités de la notion. Alors, si on regarde ce que ça veut dire, ça dit que j'ai un morphisme dans toute catégorie enrubanée, qui fait quoi alors? Donc, par exemple, si je prends celui-là, donc j'ai bottom, tenseur, d'accord, quoi? Alors ça, c'est le étoile, hein, de ça. D'accord, mais ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à A, tenseur, bottom, étoile. J'aurais pu aller un peu plus lentement, mais je pense que vous voyez pourquoi, mais ça nous je vais le faire en deux étapes. Donc ça, c'est A étoile, pardon, bottom, tenseur, A étoile, tenseur, bottom, étoile. Et donc ça, c'est égal à A, parce que, rappelez que le étoile fait permuter, donc j'utilise là l'équation qui dit que, alors je vais vraiment au fond du fond, hein, que A tenseur B, étoile, c'est en fait iso à B étoile, tenseur A étoile. Donc j'utilise cette règle-là pour obtenir A étoile, étoile, tenseur bottom étoile, tenseur bottom. Mais ça, c'est pareil que A. Donc en particulier, ce que ça permet de dire, c'est que A implique sa double négation. A implique sa double négation, ça s'écrit comme ça maintenant, d'accord, dans cette catégorie de dialogue particulière. C'est j'ai A ici, et la double négation de A, c'est prendre ça. Et ça, c'est A implique sa double négation. Alors, au passage, on voit bien que si j'avais naïvement défini la double négation comme deux fois une négation à gauche, et bien là, j'aurais perdu. Évidemment, c'est très important d'avoir. Et donc là, je me retrouve dans une structure comme ça, j'aurais perdu. Disons, quand on a trait ça, j'aurais pu faire passer par-dessus, etc. Mais là, on voit bien. Et alors, donc, la catégorie, donc toute catégorie enrubanée munie d'un objet bottom, d'accord, définit une catégorie donc, de dialogue, et donc je peux construire un foncteur de ma catégorie de dialogue libre dans cette catégorie-là. Alors, une manière de fabriquer, très naturelle, de fabriquer une catégorie enrubanée avec un objet bottom fixé, c'est de prendre la catégorie D. Donc, je prends une catégorie D. Donc, je construisais une catégorie dialogue libre sur D. Et qu'est-ce que je fais ici? C'est je rajoute un objet bottom. Donc rappelez-vous, les objets de D sont les liens, des entrelacs de la catégorie enrubanée libre. Donc l'idée, c'est que je rajoute un objet ici qui va me définir une certaine couleur pour un certain lien particulier, qui est le lien bottom. C'est ce que je faisais ici, en fait. Ce diagramme-là, il habite dans la catégorie donc la catégorie libre, sur des plus. Donc il faut penser à D comme un certain nombre de couleurs, d'étiquettes sur les liens qu'on peut se donner. Et là, je m'en rajoute un. Et donc on a ce foncteur qui prend donc des démonstrations, rappelez-vous, hein, c'est des démonstrations modulo égalité, et qui les envoie dans des structures comme celle-là. Et le théorème, qui est un théorème qui n'est pas facile à montrer, mais qui est quand même accessible, c'est que ce foncteur est fidèle. Alors on peut voir cette fidélité comme un théorème de cohérence. Et en fait, d'une certaine façon, c'est le premier théorème de cohérence dans un cadre logique et topologique. Alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit, prenez par exemple un diagramme. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le voir comme un théorème de cohérence? Prenez un diagramme comme celui-là. Typiquement, vous avez A,
Donc vous avez deux manières de passer de A à sa double négation. Donc là, j'étais parti. Alors en fait, celui que j'ai utilisé, c'était le bêta prime. Et ça, c'est le bêta. Donc il y a deux manières d'envoyer A dans sa double négation. Soit en prenant la négation ici à droite puis à gauche, ou alors à gauche puis à droite. D'accord. Et puis vous voulez les relier, quoi, parce que vous avez envie de montrer qu'il y a un lien entre elles. Alors vous commencez à utiliser, vous faites tourner ici à flèche bottom. Rappelez-vous, alors à flèche bottom c'est le tour. Ça veut dire que ici on avait une négation, on passe à l'autre négation. Et puis ici pareil, je fais passer la négation ici à droite en une négation à gauche. Et je me retrouve là. Donc a priori, on se dit, bon, ça devrait commuter. Et bien, vous voyez, ici, on sait que la négation à gauche et la négation à droite sont isomorphes. Donc on dit, bah, je fais ça, ou je fais ça, et pour revenir ici, bah, je vais appliquer cet isomorphisme à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'avère que le diagramme ne commuterait pas, je suis obligé de rajouter une opération de twist sur la... C'est-à-dire là, au passage, je m'autorise cette petite notation pour dire qu'il y a un bottom, et puis je fais un twist sur le bottom. Je m'autorise cette opération de twist. Donc ça veut dire que par exemple, ce diagramme-là ne commuterait pas en général dans une catégorie de dialogue en Bugatti, mais celui-là. Et alors comment est-ce qu'on montre ça? Eh bien, une manière, c'est de dire, bon ben voilà, en fait, ce diagramme-là correspond en fait à celui-là. Donc vous voyez ici, vous avez A prouve A. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ces diagrammes-là, c'est un diagramme que je veux montrer commutatif, et j'aimerais montrer qu'il est commutatif dans toute catégorie de dialogue. Et donc la façon de le faire, c'est de montrer qu'il est commutatif dans la catégorie de dialogue libre. Et donc ça veut dire que je vais regarder les représentants de ces deux morphismes dans ma catégorie de preuves. Donc je regarde ces deux preuves. Ici, c'est la première. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on fait comment on construit le morphisme état prime ici. On commence par dire A implique A. Et donc, de A et non A, je déduis le faux. D'accord. Je vais du coup pouvoir faire un petit twist sur la sortie. D'accord. Donc ça, c'est un petit twist qu'on ne va pas voir sur les formules, mais donc on opère un petit twist sur le type faux. Et puis après, hop, je fais passer à droite et j'obtiens ici que A implique sa double négation. Donc ça, c'est ce morphisme-là. Alors maintenant, l'autre morphisme, il consiste à faire pareil, en gros, d'accord, mais à un moment à utiliser donc il faut coder le tout, mais en gros on arrive. Et donc la question c'est est-ce que les deux preuves sont égales? Si elles sont égales, modulo un certain nombre d'équations, ça veut dire que les deux diagrammes sont égaux. Ces équations correspondraient à du diagramme chasing. Si on voulait montrer cette équation, on pourrait faire ça par une suite de transformation de ce morphisme-là en celui-là, et on arriverait à montrer l'égalité. Mais ce que dit le théorème de fidélité, c'est qu'en fait, il suffit de calculer l'entrelac associé à chacune des preuves. Donc là, vous voyez, je construis l'entrelac qui correspond. Donc là, il y a un petit twist sur le type de sortie. Et puis là, il y a cette chose, donc c'est relativement simple. Ça ressemble à ce que je faisais là. Là, c'est plus compliqué parce qu'il y a une coupure. Enfin, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait, c'est topologiquement égal. Et donc, le résultat de cohérence dit que cette égalité entre les deux preuves, en fait, elle est équivalente à l'égalité entre les entrelacs. Oui, je m'arrête maintenant, d'accord, c'est le dernier mot. Ce qu'on verra la prochaine fois, c'est que c'est lié à la sémantique des jeux. En fait, qu'est-ce que représentent ces entrelacs-là? Eh bien, en fait, c'est une question par opposant. Donc, une question par opposant et la réponse. Une question par opposant et la réponse. Donc ici, une question par opposant, pas mal de réflexion de la preuve, et à la fin, sa réponse. Et donc, ce que donne ce point de vue
sur les preuves qui est nourrie de catégories. C'est impossible de le faire aujourd'hui sans les catégories, parce qu'il y a trop de données, c'est trop compliqué, autrement ce serait quasiment impossible de travailler seulement avec des outils traditionnels de la théorie de la démonstration. Et ce que ça dit, c'est que la notion de stratégie interactive associée à une démonstration, donc vous vous rappelez, c'était la première chose dont on avait parlé au tout début du cours, en fait est cachée dans la démonstration, d'accord, puisque là je suis en train de décrire en fait une stratégie interactive qui consiste, lorsque l'opposant joue là, à répondre ici, et lorsque l'opposant joue là, à répondre ici. Et donc, la sémantique des jeux est intrinsèquement liée à des structures topologiques. Donc là, le prochain cours, je vous lirai un petit peu ces structures topologiques, on regardera des situations non pressées, symétriques, mais cet exercice-là de catégorie nous permet de vraiment articuler à la topologie cette intuition que lorsque l'opposant attaque le joueur, eh bien, il y a une réponse qui lui revient et c'est la file. C'est le même fil. Voilà. Et donc c'est une... Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être je peux dire une toute petite chose. Ces idées-là apparaissent assez tôt dans la littérature, dans le travail de Girard, donc une chose qui s'appelle la géométrie de l'interaction, où il a cette idée quelque part qu'il y a des particules qui circulent dans les preuves, mais c'est dans un cadre symétrique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de structure topologique sur les trajectoires. Et surtout, il n'y a pas de théorème de ce genre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorème de cohérence. Et la raison, c'est qu'il travaillait dans des catégories étoiles autonomes. Donc ici, je travaille dans des catégories enrubannées qui permettent de suivre le flux. On verra ça la prochaine fois. Mais je pense que c'est important de dire que ces outils catégoriques nous permettent de réaliser de vieux rêves qu'on avait dans notre discipline. Petite question. Remarque la question. Bon, donc, historiquement, avec Girard, on va essayer de comprendre la notion de preuve parallèle, pour avoir une correspondance de Curry-Howard pour le fait de parallèle. J'avais commencé à faire des équations entre arbres, mais étant donné que, comme tout le monde sait, Girard à l'époque n'était pas catégorique, donc il est parti avec une notion beaucoup plus simple qui est ça d'ailleurs, une démonstration, elle n'est pas un arbre, mais bien sûr une classe d'équivalence d'arbres modulo des équations qui sont cachées. Et comment il a caché en disant que c'est un graphe qui satisfait un critère de correction. Donc l'observation remarque, et est-ce que tu peux dire le critère de correction sur les poufs nets? Ouais. Ah, c'est ta question. Non. Oui, alors... Enfin, pour le public, parce que... Non, bien sûr. Aussi, Donc il y a une question qui est effectivement fondamentale, c'est que si je démontre un théorème de fidélité, d'accord, qui dit que deux preuves sont égales, si et seulement si elles sont structurées de la même manière du point de vue topologique. Mais je ne donne pas de critères qui me permettraient, lorsque je regarde un entrelac, de décider de savoir si c'est un bon entrelac, c'est-à-dire un entrelac qui viendrait d'une preuve. Alors, il y a deux réponses à ta question. La première, c'est celle-là. Alors, je brûle un peu les étapes, je parle de ce que je raconterai En fait, le flux, tel que je l'ai dessiné dans les rubans, dans ce genre de flux, lorsqu'on regarde en logique, c'est le flux de la négation. Et ce flux, il est organisé en stratégie. D'accord ? Donc, on sait parfaitement, de façon très précise, c'est 25 ans de travail, d'écrire les preuves du point de vue interactif comme des stratégies. Donc là, par exemple, il y a ce flux-là qui arrive ici. Là, le bleu, c'est la catégorie, le rouge, c'est la catégorie opposée. Donc il y a tout ce langage. Maintenant, si on ne veut pas parler en termes de jeu, et la logique linéaire ne parle pas en termes de jeu historiquement, c'est difficile.
Et c'est des questions qui sont passionnantes parce qu'elles sont liées disons, le langage calcul et la logique linéaire sont au cœur en fait, d'un tas de phénomènes, par exemple de la théorie des automates, des choses. L'informatique repose en grande partie, enfin, pour une partie non négligeable sur ces structures-là. Et donc la réponse est oui quand il s'agit de jeux, et on les regarde comme ça. Maintenant, si on les regarde comme des structures algébriques, topologiques, c'est un peu plus subtil, et si on essaie de retrouver des critères historiques de GA, parce que le but n'est pas, comment dire, le but c'est toujours de prendre ce qui a été fait en logique linéaire et de le relever à ce cadre. Ça devient délicat, mais j'expliquerai un petit peu la prochaine fois où se trouvent les switching. Ça c'est un point important. Et les relations avec les lois distributives dans les catégories étoiles autonomes et la version dans la catégorie de dialogue. Alors je dis. Oui. Est-ce que tu peux extraire les données topologiques des preuves qui sont dans une bibliothèque et faire des statistiques oui. Dans des nœuds, dans telle preuve oui, alors dans l'absolu, l'épreuve, il y a un point important, c'est que ça c'est aussi un élément qui justifie aussi cette approche du point de vue informatique, c'est que les catégories tracées sont un raffinement des catégories symétriques, monoïdales symétriques. Donc tout ce qu'on peut faire dans une catégorie monoïdale symétrique, on peut le faire dans l'univers tracé. C'est juste que le traçage se souvient des symétries. Et donc, ce que tu dis est juste, c'est-à-dire qu'on peut regarder le code qui est produit dans les librairies et puis dire, ah, mais à cet endroit-là, il faut tel échange implicite. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'idée que, donc ici, lorsque j'applique ces règles d'échange, en fait, donc cette règle-là, il faut le voir comme j'ai un programme qui utilise des ressources A à N et qui rend une sortie. Et là, je réorganise les ressources et je me souviens comment je l'ai fait. Si on pense à des programmes impératifs, par exemple, ils utilisent des parties de la mémoire, et à certains moments, on va y avoir des réorganisations, on va faire disparaître certaines choses, peut-être pour faire apparaître ailleurs, etc. Et je trouve intéressant l'idée qu'on puisse se dire qu'on a un calcul algébrique sur cette réorganisation, par exemple, de l'espace mémoire ou des ressources en général. Et donc j'aime bien penser, en fait, à un traçage comme ce qu'on appelle les logs en informatique, c'est-à-dire que quand notre système crash, par exemple, on a un grand fichier qui nous explique ce qui s'est passé et pourquoi ça a fait que le système s'est arrêté. On peut se dire qu'on pourrait extraire des informations qui seraient peut-être pertinentes, ou du moins réfléchir à la possibilité de. Ce qui est important parce que je pense que l'informatique a aussi besoin de construire un imaginaire et que la topologie peut aider beaucoup. Mais la question est assez donc, si que dans la bibliothèque, si on n'a pas spécifié quelle était l'opération pour échanger des trucs, ça ne va pas donner le... Absolument, absolument. Mais si tu veux, c'est ça la différence entre, par exemple, une preuve qui a un objet abstrait et puis sa réalisation. Donc, quand on la réalise, là, on sait exactement où sont les pointeurs. C'est là où je me suis arrêté quand j'ai regardé Talking Dog. C'est très simple au début, mais après, quand il veut échanger les deux hypothèses, là, ça devient vraiment compliqué. Le problème de commuter des listes de points, en fait, c'est dans la pratique, tu arrives difficilement à faire. Et ça permettrait, par exemple, de distinguer des implémentations qui seraient autrement identifiées, par exemple, des choses comme ça. Tu vois, si tu gardes ce souvenir de la manière que tu as eu par exemple, récursivement d'organiser ces données, tu verras plus. C'est un peu dans l'esprit des gens qui travaillent même sur des algorithmes très simples de tri, par exemple. Comment est-ce qu'on trie quelque part, c'est un peu les mêmes idées. Et la complexité du tri. Essayer de se rappeler, quelque part, avoir une structure qui se souvient du chemin qu'on a suivi. Et je trouve
trouve que d'un point de vue combinatoire, c'est passionnant. Je pense qu'on va remercier André.